Roland de Boot. Nous sommes ici dans un cadre un peu particulier. C'est le cadre que vous avez choisi pour cette interview. Pourquoi donc ? Oui, c'est la salle du Sénat. Et ça a été la salle où a été créé le Conseil de la communauté française. C'était ici que ça s'est réuni. La première réunion a été ici. Et beaucoup d'autres. Mais donc, non, surtout parce que cette salle, elle a été réaménagée telle qu'on la voit ici à partir de la moitié du 19e siècle. Et à partir de la première moitié, la deuxième moitié du 19e siècle, c'est le début des grands débats sur la question du suffrage universel et la question de la liberté associative. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, pour pouvoir montrer la gradation des choses et le mouvement des choses, la Constitution, en 1831, elle reconnaît un système électoral qui est censitaire. Il y a grosso modo 1 ou 2% de la population mâle, riche, qui vote et qui envoie ici ses représentants pour pouvoir défendre ses intérêts, prendre des lois qui sont utiles pour elle. Voilà. Donc ça, ce n'est pas vraiment démocratique, c'est une monarchie parlementaire. Nous sommes dans une monarchie parlementaire, donc elle est parlementaire, ça c'est réel. Mais on n'est pas vraiment dans un système démocratique puisqu'il n'y a que les plus riches qui peuvent être élus et voter. Et ça, c'est en 1931. Et dans cette Constitution, eh bien, il est déjà reconnu le droit de s'associer. Et donc, si on fait un lien entre ces deux composantes, eh bien, le droit de s'associer, c'est plutôt un droit de s'associer sur le plan économique, industriel, commercial, parce que c'est ce dont a besoin cette bourgeoisie industrielle naissante et qui s'enrichit et qui démarre un mouvement de colonies. Il y a des colonies qui vont se créer, etc. Donc on est plutôt dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, les lois qui vont venir et qui vont être prises par le Parlement vont donner des cadres à justement cette activité industrielle, commerciale, et c'est le début des lois sur les sociétés commerciales. Donc on peut créer une personnalité juridique pour créer un commerce, pour créer une enseigne, pour créer... Voilà, donc voilà. C'est un peu l'histoire le début, c'est comme ça, parce qu'il y a évidemment aussi, sur le plan des cultes, ou sur le plan confessionnel, ou sur le plan philosophique, des associations, mais il n'y a pas encore beaucoup d'universités. Donc quand on crée une académie, on vient devant la Chambre et on dit on va créer une académie, on va donner une personnalité juridique à cette académie. Mais donc l'idée qu'il y ait une personnalité juridique pour des associations qui n'ont pas une vocation commerciale ou industrielle ne fait pas partie du jeu en 1931. Voilà. Alors ça, c'est la Constitution. Ça, c'est le début. Voilà. En 1931. Ouais. Après, il y a une loi qui apparaît en 1921. Il y a une étape intermédiaire. Donc, il y a une démocratie 1.0, enfin, si je peux dire ça comme ça, pour utiliser un langage un peu plus jeune, dans cette salle un peu ancienne. C'est les débats. Les mouvements ouvriers vont s'organiser à partir de la deuxième moitié du 19e. Et donc, il va y avoir la création, par exemple, du Parti ouvrier belge. Enfin, donc, il va y avoir des organisations qui vont se créer au niveau de la défense des ouvriers, des mutualités, etc. Et donc, vont se poser des problèmes sur le fait de donner une personnalité juridique à des activités qui ne sont pas industrielles et commerciales. Et donc, est-ce qu'on peut reconnaître la liberté des mutuelles? Est-ce qu'on peut reconnaître la liberté des syndicats? Donc, tout ça va venir bouillonner dans cette salle où nous sommes ici et va venir essayer de trouver des résolutions ici dans cette salle devant un système industriel qui est quand même très prégnant. Bon. Et donc il va y avoir fin du 19e, on va changer de système électoral, on va entrer dans un système qui est plus de suffrage universel, puisqu'il va y avoir à peu près 10 fois plus de gens qui vont pouvoir voter, qui vont pouvoir être éligibles. Donc c'est quand même déjà beaucoup plus que 2% ou 1% de la population. Toujours mal, ça reste... Mais on est vraiment dans... Donc on va appeler ça plural, hein, le système plural, c'est le nom qu'ils ont donné à l'époque. Et du coup, ça va modifier la composition des assemblées, parce que ça va changer les gens qui montent venir ici discuter de la démocratie, du suffrage universel. Alors, le monde ouvrier n'est pas content, donc il va y avoir dans les rues
comme parfois, donc, des grandes manifestations où la police compte qu'ils sont 5000, les organisateurs comptent qu'ils sont 200 000, enfin, vous voyez, ça a déjà un peu d'histoire. Et donc, il va y avoir toute cette... des grandes manifestations et qui vont être réprimées dans le sang. Donc, il va y avoir des morts, il va y avoir et un nombre non négligeable, enfin, pas 2, 3, donc des centaines. Et donc, il y a tout ce bouillonnement pour obtenir un vrai suffrage universel, c'est-à-dire pas seulement plural, pas seulement pour 10% de la population, mais un vrai suffrage universel où les ouvriers pourraient élire et être représentés. Voilà. Et la confrontation est quand même fort mouvement ouvrier et patronat, quoi. Et à travers tout ça, se créent les universités, se pose le problème d'une personnalité juridique des universités. On n'est pas dans l'industrie, on est dans le pédagogique, on est dans la recherche. Et donc, on doit construire un statut de personnalité juridique pour des formes d'associations qui ne sont pas économiques et commerciales. Donc, comme ça, j'essaie de montrer le chemin. Et alors, il y a la guerre 14-18. Bon, ça, c'est le désastre. À tous les niveaux, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais ça mériterait en soi toute une analyse. Mais donc, voilà, la science et l'industrie se sont unis pour inventer le lance-flamme, la bombe, le gaz, les armes chimiques. Enfin, tout ça, c'est le désastre absolu. L'idée de croire en l'avenir paraît absolument devenue une idée sotte, si je peux dire. Et donc, ça a été un tsunami, ça a été vraiment incroyable, quoi. Donc, on ne se relève pas de ça, quoi. Mais pendant la guerre, il y a des discussions, et donc il va y avoir la décision de dire on va donner, vu tout ce qui s'est passé, vu que les fils d'ouvriers se sont battus à côté des fils de bourgeois, enfin, il y a 1000 bonnes, entre guillemets, raisons qui vont être avancées, mais donc on va donner le suffrage universel, mâle toujours, à tous les hommes qui ont plus de 21 ans. Donc ça, c'est une révolution, parce que là, alors, c'est une révolution complète, en fait. On ne mesure même pas combien c'est une révolution totale, ça, voilà. Bon. On voit ça, nous, de loin, mais c'est une révolution totale. C'était inespérable, inespéré. Voilà. En fait, la réforme de la Constitution, qui va se discuter dans cette salle, donc c'est pour ça que c'était intéressant d'être ici, la réforme de la Constitution, elle est en février 21, et elle a 2 paragraphes. Il y a un paragraphe qui dit que les hommes de plus de 21 ans, qui sont depuis 6 mois, ça fait 3 lignes, qui sont depuis 6 mois dans la commune, vont pouvoir être éligibles et voter. Et elle dit aussi que les femmes pourront avoir le même droit, donc ça c'est le paragraphe 2, les femmes pourront avoir le même droit sur base du vote d'une loi à majorité spéciale. Donc, dans la Constitution, les hommes et les femmes, c'est déjà prévu qu'ils vont voter, et je pense que les parlementaires, je vais essayer d'être positif. Parce que si on en revient à la liberté associative... Mais j'y arrive tout de suite. Donc, mais c'est parce qu'on entre dans un niveau en 21, donc on est en février, la loi est en juin, la loi des associations. La loi de la liberté associative est en mai, donc je vais revenir dessus très vite dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc déjà l'idée que les hommes et les femmes vont pouvoir voter est déjà inscrite dans la Constitution. Le fait que l'efficacité du point de vue politique à l'époque, c'est que les hommes tout de suite et les femmes très bientôt. Enfin, je veux dire, c'est un peu ça la dynamique. C'est pas très bientôt, il faut attendre 48 pour que ce soit comme ça. Mais enfin, bon, c'est déjà dans la Constitution. On ne doit plus modifier la Constitution pour ce faire. Voilà. Et donc, au moment où on donne le suffrage universel, et où on entre dans une sorte de démocratie de suffrage universel 2.0, si je peux utiliser ça, donc on a actualisé le système démocratique, à partir de ce moment-là, tout de suite viennent les discussions sur la liberté associative et les discussions sur la liberté syndicale. Et donc, dans cette salle, ici, on va discuter, mais de manière très, je ne vais pas dire musclée, enfin musclée au niveau des arguments qui sont échangés, peut-être des colibets, je ne sais pas. Mais donc sur le fait que la demande du POB qui est présent dans le gouvernement, puisqu'on est dans un gouvernement d'union nationale après la fin de la guerre 14-18, la demande du POB, c'est d'obtenir la reconnaissance de la liberté syndicale. Et le patronat ne veut pas. Et donc, pendant des nuits, on se réunit ici pour essayer de voir comment on va arriver à s'en sortir, parce que s'ils partent, on n'est plus dans un gouvernement d'union nationale, mais il faut bien concéder quelque chose. Et le patronat, ferait peut-être bien aussi des trucs un peu philosophicaux, tout ça. Oui, ça les intéresse, voilà. Et donc, à ce moment-là, voilà, on arrive à un accord et on décrète, ce qui n'avait pas été mis dans la Constitution, on décrète
la liberté associative. Et donc il va y avoir une loi qui va organiser la liberté associative. Et ça, c'est évidemment... alors, la liberté associative, ça veut dire que c'est aussi la liberté syndicale, mais pas seulement. Voilà, je veux dire que ça, c'est le point de vue positif pour interpréter la loi. C'est que ça répond aux attentes des uns et des autres. Et du coup, très peu de temps après, dans le mois qui suit, vient la loi sur les associations sans but lucratif. Et ça, c'est encore une révolution. On ne mesure plus du tout aujourd'hui l'état d'avancée au niveau de la pensée. Mais c'est une révolution énorme. Jusqu'à présent, tout le droit de s'associer, c'est le droit de répartir les bénéfices de l'association entre les associés. Tout le droit de s'associer est vraiment dominé par ça. En tout cas, c'est là qu'on a créé du droit pour créer des sociétés, y compris des sociétés anonymes, etc. Donc on est déjà dans un... Et donc on est dans un droit des actionnaires, en fait, quelque part. Des associés, c'est les actionnaires. Et ici, on dit qu'on va pouvoir s'associer sans but lucratif, c'est-à-dire sans répartir le bénéfice vers les associés. Ça ouvre, mais ça ouvre, et on aura la personnalité juridique. Donc, non, la loi de 21 donne la personnalité juridique à des associations où on ne va pas répartir le bénéfice entre les associés. Donc on peut faire du bénéfice, parce que je dis ça parce que parfois les gens ont cru que sans but lucratif, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de bénéfice. C'est pas vrai. On peut faire du bénéfice, mais on ne peut pas le répartir entre les associés. Ça, c'est le sens de la loi. Mais le patronat obtient quand même, dans cet hémicycle, obtient quand même une limite, c'est-à-dire que les ASBL ne peuvent pas faire d'activités industrielles, commerciales et de type économique au sens où la loi sur les sociétés économiques l'entend. Et donc ça, c'est le grand, voilà, l'accord, comme on fait en Belgique, des compromis. C'est le compromis. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'on ne peut pas, en 1921, à partir de 1921, on peut créer des activités où il y a du bénéfice, mais qui restent comme fonds propres dans l'association, qui n'est pas réparti vers les associés, mais qui permet de construire du patrimoine. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que la discussion porte principalement sur la taxation du patrimoine que les gens vont accumuler. Et donc, une grosse partie des débats parlementaires qui ont lieu ici, une fois qu'on est d'accord sur les principes, c'est comment est-ce qu'on va aller taxer tout ce patrimoine qui va se constituer dans ces associations. Et donc, voilà. Donc, l'idée qu'il y ait un patrimoine, qu'il y ait des bénéfices, qu'il y ait des fonds propres, tout ça, ce sont des idées tout à fait acquises en 21. Ça a été mis à mal par toutes sortes d'interprétations, mais c'est des idées qui ont fait l'objet de discussions explicites en 21 dans cette salle ici, quoi. Voilà. Et donc, oui, je m'arrête là pour l'instant. Et donc, si on fait alors un rapide résumé pour en arriver à 2019, oui. pardon, 2019, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est passé de la libre entreprise à la liberté d'association pour en revenir en fait à la liberté d'entreprise dans le nouveau code des sociétés et associations? Oui. Il faut passer par il y a une étape supplémentaire, je suis désolé, il y a une étape supplémentaire. C'est qu'en 1948, donc après la guerre 40, et donc pas en 1945, en 1948, il va y avoir la décision que les femmes vont voter aussi. Donc le système électoral se transforme radicalement. Donc c'est 50% de la population qui va voter en plus. Donc on entre dans une vraie suffrage universel à ce moment-là. Et donc ça ne sera qu'à partir des élections de 1949. Voilà. Et en 1948, la même année, les Nations Unies vont adopter la Déclaration universelle des droits de l'être humain. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'être humain, il est explicitement qualifié, si je peux dire, que la démocratie n'est pas seulement un régime où le peuple exerce sa souveraineté, mais elle est un régime qui garantit l'exercice des libertés et des droits fondamentaux qui sont énoncés dans la Déclaration. Donc, en 1948, on passe à une démocratie de suffrage universel mixte, donc ça c'est, je veux dire, 3.0, 3.0, et puis la même année, à une démocratie de suffrage universel mixte qui garantit l'exercice des libertés et des droits fondamentaux des êtres humains qui vivent dans ce territoire. Et donc on passe à une sorte de vous voyez, le système démocratique se construit comme ça jusque tout au début des années 50, où on va créer le Conseil
de l'Europe, que plus personne ne connaît, et on va le charger, le Conseil, ce n'est pas l'Union, donc c'est le Conseil de l'Europe, dans lequel la Turquie et la Russie sont parties prenantes, qui va mettre en place la Cour européenne des droits de l'homme, et dont les objets sont les droits de l'homme, la démocratie et la culture. Donc c'est quand même extraordinaire que la première constitution d'un organe européen se fait sur ces choses-là. Ce qui n'arrange absolument pas le monde industriel, absolument pas. Donc ils vont vite créer autre chose et créer l'Union européenne, et puis remonter l'Union européenne et diminuer le Conseil européen. Enfin, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que donc on voit comme ça les étapes. Donc la question d'une démocratie des droits de l'homme, comme on dit chez Gauchet, par exemple, la démocratie des droits de l'homme. Donc c'est quelque chose de très récent. Vous voyez, c'est très récent. C'est le début des années 50. C'est le début des années 1950, pas 1850, 1950. Donc c'est très récent. Et donc encore, évidemment, tout à fait imparfait. Alors, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Il n'y avait pas beaucoup de contrôle sur les ASBL, il y avait beaucoup d'usage des ASBL, ça on ne peut pas leur nier. Donc dans les analyses qu'ont fait les gens qui étaient ici, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont utilisé les ASBL pour faire des tas de choses qui n'avaient rien à voir avec l'esprit, je vais dire, sans but lucratif des ASBL. Et donc à partir de 2000, il y a une évaluation du système des ASBL qui n'a donc pas bougé depuis 21. Il n'a pas bougé alors que le système démocratique, lui, a bougé. Alors que non seulement on est entré dans une démocratie de suffrage universel mixte, garante des libertés et des droits fondamentaux, mais il y a eu un énorme effort de transmutation de l'État pour qu'on puisse avoir les régions et que les gens des régions puissent décider librement de ce qui les concernait, etc. Donc il y a eu en Belgique une modification incessante, si je peux dire. Ceci, c'est un creuset, il faut le voir sur le plan alchimique. On est vraiment dans un creuset où la transmutation de l'État se discute de manière paisible ou plus agitée. Mais on est vraiment dans le creuset de cette transformation de l'État vers une tentative d'État démocratique qui est essayée ici. Voilà. Et donc à ce moment-là, quand on parle des ASBL, on se rend compte de tas de choses. On se rend compte qu'il y a des tas d'ASBL qui n'existent plus, mais qui n'ont jamais été dissoutes. Des centaines et des milliers. On se rend compte qu'il y a des ASBL qui cachent des activités qui sont plutôt de clubs privés, enfin d'autres natures que des choses associatives. Bon. On se rend compte aussi que les gens utilisent l'ASBL comme une sorte d'entreprise sans but lucratif. Voilà. Et ça, c'est important, pour moi. Ça. C'est-à-dire, par exemple, il y a des compagnies de danse, des compagnies de théâtre, des gens qui développent des projets d'édition, enfin je prends des exemples comme ça dans la culture, puisque c'est intéressant, qui vont utiliser la SBL pour pouvoir développer des activités. Mais leur but, ce n'est pas de créer une association. Leur but, c'est de créer une personnalité juridique qui permet d'avoir une activité dont les bénéfices ne vont pas être répartis vers les associés. C'est ça l'objectif. Donc tout ça est conscientisé ici, dans les débats. Il y a une réforme sur le plan comptable des ASBL, voilà. Ça c'est réel. Et puis, il n'y a pas beaucoup, ça ne bouge pas beaucoup. Il y a eu des études qui ont été commandées sur comment est-ce qu'on pourrait faire un code. Et donc l'idée, c'est que la Constitution reconnaît le droit de s'associer. Ce droit de s'associer a pris une extension énorme en 150 ans. Donc de la SA à la SBL, comme la Ligue des droits de l'homme, pour prendre des exemples presque opposés. Et donc, il faudrait peut-être voir globalement dans un code, une codification générale, l'ensemble des moyens qui sont accessibles à la population pour s'associer. Voilà. Et alors, ça va amener la réforme de 2019, qui a été préparée assez longuement, assez minutieusement, et qui, pour moi, m'étonne. Moi, je sais que je suis sans doute le seul à ça, moi, je suis stupéfait parce qu'on a gagné un point énorme, enfin deux points énormes. Donc là, je vais être un peu positif, excusez. Mais les ASBL anciennes ne pouvaient pas avoir d'activité industrielle, économique et commerciale. Aujourd'hui, elles peuvent. Ça veut dire, je ne sais pas si c'était suicidaire ou si c'était des gauchistes qui étaient à la manœuvre, je ne sais pas qui était à la manœuvre exactement pour arriver à ça, mais ça veut dire qu'on a admis qu'on peut développer aujourd'hui des activités industrielles ou commerciales, par exemple dans la production des biens, dans la production de la nourriture, dans la production des médias,
sans redistribuer, sans avoir pour principal objectif de redistribuer le pognon aux actionnaires. Ça change tout. Donc, ça veut dire qu'on a accepté que le champ d'activité économique qui n'est pas lié au capital s'accroît. Donc on ouvre la possibilité formidable de pouvoir créer des organismes qui vont répondre à nos besoins sans avoir l'obligation de renvoyer une partie du pognon vers les actionnaires. Et ça, je trouve que c'est quand même... C'était inespéré, je ne pensais pas qu'on obtiendrait ça, donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, donc il faudrait c'est pas très bien expliqué, mais en tout cas, ils ont le sentiment que c'est bien. Bon. Et alors l'autre chose, c'est qu'ils ont accepté que certains types de sociétés ne soient plus des sociétés à capital, mais soient des sociétés où les fondateurs amènent un patrimoine. Mais donc ce patrimoine, le statut de ce patrimoine n'est pas très clair, et donc on ne sait pas s'il s'agit de rentabiliser ce patrimoine ou s'il s'agit simplement que ce patrimoine soit mis à disposition pour que l'activité ait lieu. Donc on a gagné sur deux plans. Et donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas fini. On a gagné, c'est-à-dire on est à une étape pour moi. On a gagné au premier plan, on a obtenu que des sociétés pourraient exister sans but lucratif et qu'on puisse accepter des apports de patrimoine, quelqu'un qui veut développer de l'édition, qui a de l'argent, met le patrimoine. Mais le but n'est pas de dégager du pognon, c'est de mettre ce patrimoine pour créer de l'emploi, pour pour faire des bouquins, pour les vendre, etc. Donc pour avoir l'activité. C'est déjà... Ça n'existait pas, hein. C'est une réforme dont on n'a pas terminé de tirer la substance, quoi. Et puis, de l'autre côté, les ASBL vont pouvoir faire des activités industrielles et commerciales. Bon. Alors, ce qui manque, et là je rejoins la critique qui a été faite, parce qu'elle est tout à fait fondée, c'est qu'on n'a pas la qualification d'un régime d'association, au sens des gens qui se réunissent, pas pour avoir des activités industrielles, pas pour avoir des activités économiques, mais pour avoir une activité en tant qu'association, mouvement, en tant que mouvement, comme dans les mouvements d'éducation permanente, les mouvements, quoi. Donc, ça n'a pas été qualifié suffisamment comme distinct et comme légitime. Donc, c'est deux choses. Et donc, ce qui manque... Donc, voilà, nous sommes dans la salle où tout ça a été discuté. Donc, ce qui manque, messieurs, nous avons besoin de qualifier plus clairement le fait qu'il puisse y avoir des sociétés sans but lucratif. Et ça représente, si je prends les opérateurs culturels, par exemple, ça représente un nombre non négligeable d'opérateurs culturels qui utilisent le statut d'ASBL, mais qui se gèrent comme des entreprises, qui développent quantité de services, qui offrent des choses. Tout ça, je ne le vois pas comme négatif, je le vois comme positif, et qui, du coup, ne cherchent pas à rentabiliser du capital d'actionnaires extérieurs, simplement cherchent à ce qu'ils puissent se créer leur emploi. D'abord, un apport. Un des apports, c'est que la qualification de ce qui est considéré comme sans but lucratif, c'est clarifié. Ce qui est sans but lucratif a à voir avec la répartition du bénéfice aux actionnaires. Ça, c'est maintenant redit dans toutes les langues clairement. Donc, 3 personnes s'associent pour créer leur emploi et ils sont payés quand ils travaillent. Ça n'a rien à voir avec la répartition du bénéfice. On est donc dans un statut qui est clarifié au niveau du statut des travailleurs. Et même s'ils sont associés, ce n'est pas un avantage lié au bénéfice de l'activité, hein, parce que le capitalisme, le but, c'est pas de travailler. Le capitalisme, le but, c'est de s'enrichir du travail des autres. Donc, c'est vraiment le capital, c'est quelque chose de très précis. On met de l'argent à disposition et on tire du pognon sur le travail des autres. Bon, donc, et on ne travaille surtout pas. Bon. Mais ici, on peut très bien avoir des gens qui s'associent pour créer leur emploi. Des gens qui s'associent pour développer des activités qui correspondent à leur essence, quoi, à leur vision du monde, à leurs espérances. Voilà, des choses très positives. Et pas du tout dans l'idée qu'on va payer pour le capital. Donc, la loi a clarifié cette notion et c'est un apport formidable qui sera utilisable, j'espère, et utilisé, j'espère aussi, pour défendre les droits des travailleurs en tant qu'associés dans une ASBL. Donc c'est très important, c'est un droit sur lequel l'ONEM, par exemple, a créé des ambiguïtés qui dépassaient le cadre légal, de mon point de vue. Donc, voilà. Donc ça, c'est un plus. Voilà. Alors ce qui manque, donc voilà. Ce qui manque, c'est qu'il faudrait aller jusqu'au bout du geste. Il faudrait dire, nous acceptons, dans cette salle, nous acceptons, ce pays, nous acceptons que des personnes s'associent sans rechercher de but lucratif
et pour développer des activités économiques et commerciales dans un cadre de société sans but lucratif. Voilà. Et donc le but n'est pas rentabilisé, le but c'est de réaliser les projets, les objectifs, les missions qu'on se donne dans cette société-là. 2, il faudrait que le code, parce que ça ce n'est pas fait, qualifie la liberté d'entreprise, la liberté d'initiative. C'est des libertés importantes, elles ne sont pas qualifiées dans la Constitution. Au moins que le Code dise la liberté associative, voilà ce qu'on garantit comme type de liberté, dans la liberté d'entreprise, voilà ce qu'on garantit comme type de liberté, et dans la liberté d'initiative que peuvent prendre les gens, voilà ce qu'on... Donc on gagnerait à ce que le Code clarifie l'idée de liberté associative et qu'il clarifie que s'il y a des libertés d'entreprise, eh bien, on est dans un régime d'entreprise, et que s'il y a des libertés associatives, on est dans des libertés associatives qui sont d'un autre régime. Ce point-là n'a pas été suffisamment clarifié en droit dans le Code. Mais tous les éléments sont là pour qu'on y arrive. Le problème, c'est ils se sont arrêtés là. Peut-être que ce n'était pas possible d'aller plus loin, peut-être qu'ils n'en avaient pas l'idée, peut-être qu'ils n'ont pas mesuré ce qu'ils faisaient. Enfin, je crois que tout ça, on peut le mettre au crédit du Sénat et de la Chambre, mais une grosse partie est faite, et donc il faudrait que, au contraire, moi je suis pour que tous les mouvements associatifs d'éducation permanente, etc., revendiquent à la fois qu'il existe un statut d'entreprise sans but lucratif, clarifié, et qu'il existe d'autre part un statut. Alors, quel est le bon mot ? Tu vois, est-ce que c'est un statut pour les mouvements? Est-ce que c'est un statut pour les associations? Comme le Code, c'est le droit associatif et que ça vaut pour la société anonyme aussi bien que pour la SBL, quel est le bon mot à trouver? Je ne sais pas. Mais l'idée, c'est de qualifier qu'il y a là une liberté et que cette liberté-là, elle doit être protégée aussi dans les mécanismes de subventionnement. Enfin, tu vois, il y a toute une série de garanties à donner à chacun des régimes de liberté différents. Mais si on adopte une position un peu inverse de la vôtre et donc plus négative, est-ce que ce manque n'est pas un manque volontairement volontaire? Est-ce que ce manque n'est pas volontaire dans le sens où aujourd'hui la liberté associative se résume davantage à la liberté d'entreprise et donc comme vous l'avez dit, une association peut aujourd'hui avoir des activités commerciales et peut-être que d'ici peu on ne fera plus la distinction entre l'association sans but lucratif et la société commerciale, et que donc le pas plus loin peut-être sera à l'inverse de ce que vous dites. Je trouve que par rapport à 1921, on avait été interdit d'être sur les territoires où le capital entendait faire sa rente. Aujourd'hui, la question est beaucoup plus large, et d'ailleurs le capital a été repoussé plus vers les sociétés anonymes, donc vers des formes de grand capitalisme. Voilà. Alors les gens du grand capital, alors c'est là peut-être qu'il y a une grande différence entre les regards qu'on peut porter là-dessus, c'est que de mon point de vue, le système, donc nous vivons dans l'ère nucléaire. Hein, pour moi, à partir du 6 août 1945, on change d'ère, hein, on entre dans l'ère nucléaire. L'ère nucléaire, c'est une ère de domination industrielle, d'un absolutisme industriel, en partie appuyé par la science, ce qui pose des problèmes, et pour nous tous, énormes, par les technologies certainement, donc là en totalité, la science, il y a encore des marges où on peut discuter sur la liberté. Mais donc, on n'est pas du tout dans une société libérale. Donc, eux disent que c'est une société libérale, les industriels. Mais ça, je comprends, c'est de la pub, quoi. Mais nous, on n'a pas à leur reconnaître ça. Le système dans lequel nous sommes, c'est un absolutisme industriel avec des formes totalitaires. Aujourd'hui, nous sommes là, exactement. Et donc, nous ne sommes à aucun moment ni dans une société néolibérale, ni dans une société libérale. Et donc, tout l'effort démocratique que peut faire une assemblée comme celle-ci, c'est un effort qui est toujours dans un contexte paradoxal, puisque la seule volonté, et ils y arrivent, je trouve, bien, de l'industrie mondiale, c'est que les gouvernements soient les bras armés de leurs intérêts. Donc évidemment, ça vient jusqu'ici, hein, il ne faut pas rêver. Donc la discussion, ça vient dans chaque cabinet ministériel, enfin ça vient. Donc l'industrie mondiale entend utiliser l'État, et c'est d'ailleurs sur cet élément-là qu'on peut dire qu'on n'est plus du tout dans du libéralisme, c'est que l'État est un facteur
essentiel, le contrôle de l'État par l'industrie est un facteur essentiel de la réussite dans le domaine de l'industrie et de la domination sur les populations, des capacités de dominer. Donc moi, je ne suis pas dans l'idée qu'on est dans une société libérale qu'il faut condamner parce qu'elle a des effets négatifs. On n'est pas du tout dans une société libérale. Et donc, pour moi, on est très au clair. Ils ont gagné une partie. Nous devrions essayer de gagner la nôtre là-dedans. Le code des sociétés et associations, alors, donc, par rapport il est très étonnant par rapport à ça, parce que c'est clair que la partie du grand capitalisme industriel, moi je ne parle pas que du capitalisme, parce que l'industrie, c'est beaucoup plus complexe, un système beaucoup plus complexe que seulement le capital. Mais donc, ce système industriel mondial a obtenu toutes les garanties qu'il voulait dans la SA, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème, tout ça a été dans le code. Ils ont créé des formes d'hybridation d'une économie qui serait en dehors du capital. Et donc, ce qui est possible, c'est que d'abord, ça nous annonce que le capital, il n'en a plus rien à foutre du petit commerce. Mais là, on retrouve les critiques que Marcuse avait fait en 1933 sur les grands blocs industriels avec lesquels le nazisme s'est associé, quoi. Donc, ça veut dire que toute cette montée du nazisme se fait sur la destruction de toute forme de libéralisme, la destruction des droits fondamentaux, la destruction de la liberté de penser, la destruction du respect de la vie privée, etc. Et donc, les grands groupes industriels n'ont aucun intérêt quelconque à une démocratie de suffrage universel qui défend les droits de l'homme. Ce n'est absolument pas son objectif. Son objectif, c'est le laboratoire dans lequel nous sommes comme des rats, quoi, et que nous, on paye, on passe la porte, enfin, tu vois, on est visé comme ça. Et donc, moi, j'ai pas l'idée que nous sommes face à une démocratie libérale aujourd'hui. Nous sommes dans une démocratie paradoxale qui est complètement travaillée par l'industrie qui cherche à réduire, à détruire. Mais est-ce que donc aujourd'hui ce code des sociétés et associations ne vient pas annihiler en fait un peu le travail de la loi 1921 parce qu'elle ne reconnaît plus en fait quelque part la spécificité propre de l'association qui est une association sans but lucratif et qui est donc de ne pas fonctionner dans le système marchand, de ne pas fonctionner dans un marché, de ne pas se trouver sur un marché. Parce que quand on fait du commerce, quand on fait des activités industrielles ou commerciales, eh bien on est fatalement soumis à des lois de marché. Oui, donc sans but lucratif, ça veut dire sans... Enfin, je m'excuse alors d'entrer dans des choses plus précises comme ça. Sans but lucratif, ça n'a rien à voir avec le marché. Ça a à voir avec le fait qu'on ne redistribue pas l'argent vers les actionnaires. Donc ça a à voir avec le capital. Alors la question du marché, effectivement, le marché a été étendu, est étendu, mais il n'est pas étendu dans le sens du capital, il est étendu dans le sens que les citoyens peuvent se l'approprier et y travailler. Voilà. Donc c'est très important, parce que les gens du capital, ils n'ont aucun intérêt à ça. Hein. Ils ont intérêt, au contraire, à concentrer les systèmes pour pouvoir ramener le maximum de pognon vers le capital. Donc c'est absolument anticapitaliste qui a été décidé. Donc on a une ouverture du marché qui est anticapitaliste, de mon point de vue. Et de l'autre côté, c'est vrai que la partie qui serait... c'est pas tout à fait juste, hein, parce que le capital a aussi ses associations bienfaitrices, sous forme d'ASBL, etc. Donc ils ont besoin aussi de ce statut-là, quoi. Donc, c'est pourquoi je pense qu'on pourrait les amener à discuter de la requalification de cette partie que vous nommez comme non lucratif, mais il faut absolument pour moi faire une différence entre ce qui relève, et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut refaire un tableau entre ce qui relève de la question du marché, la question du capital, la question de la liberté associative, et donc quand on refait alors ce tableau, on se rend compte que ces choses ne sont pas bloc contre bloc, mais qu'il y a des décalages, comme dans le Lego, comme ça, il y a des décalages entre les choses, et que ces décalages créent des possibilités nouvelles qui ne me paraissent pas devoir être jetées d'emblée. Maintenant, je pense effectivement que si on avait une qualification de la liberté, alors est-ce qu'il faut dire d'initiative ou je ne sais pas très bien, parce que associative, ça reprend tout le code, donc je voudrais échapper au mot associatif, parce que l'association, ce n'est pas seulement la SBL, c'est aussi les associés dans la pire des entreprises qui soient. Donc le mot association vaut pour les deux. Donc il faudrait qu'on qualifie, qu'on trouve, nous devrions faire des efforts de créativité, nous, pour qualifier ce qui est notre pratique
Alors je pense qu'on peut parler de mouvement, on peut parler, il faut un peu réfléchir à la bonne forme et d'avoir une liberté d'initiative là qui est donc non marché, donc pour reprendre les catégories du tableau, qui ne serait ni le marché, ni le capital, et qui serait énormément de pratiques humaines libres. Alors. Mais il faut savoir, et moi je crois qu'on ne peut pas se tromper là-dessus, il faut savoir que l'industrie, elle vise à soumettre la totalité des activités humaines au marché, aux lois du marché, y compris la pensée. Quoi. Donc ils ne sont absolument pas pour ça. Hein. Donc là, il y a un vrai combat à mener, il y a vraiment une bataille à... Et donc le fait qu'un certain nombre d'associations, un certain pan du secteur non marchand s'inquiètent des conséquences de ce nouveau code des sociétés et associations n'est pas illégitime. Oui, mais quand je parle pas pour dire qu'ils sont illégitimes. Je n'étais pas là-dedans du tout. Non, je trouve que c'est très bien que les gens réfléchissent différemment aux questions devant lesquelles ils sont. Non, ça, j'ai pas la vérité, moi. Hein. J'ai la conviction, mais je n'ai pas la vérité. Donc, je ne cherche pas du tout à dire ici, c'est ça la vérité, la seule vérité. Ce que je trouve, par contre, c'est qu'il y a moyen d'aller penser dedans et de montrer des possibles et de montrer vers quoi on pourrait avancer. Et je ne suis pas sûr qu'on ait un blocage total sur l'idée de qualifier ce qu'on appelle toujours entre nous aujourd'hui la liberté associative, dans le sens de la liberté des mouvements qui ne sont pas soumis au marché. Voilà. Alors une dernière petite chose, oui. Quel est votre avis sur le fait que cette loi qui est passée en 2019 est passée quasi inaperçue et que justement le monde associatif, le secteur non marchand, ne s'est pas mobilisé contre cette loi, alors qu'aujourd'hui, 2 ans après, il y a un début de mobilisation contre les effets possibles de cette loi. Oui. Je ne sais pas expliquer ça. Ça n'a pas passé inaperçu. Hein. Donc j'ai chez moi le document des travaux qu'ils ont consulté ici, sur lequel ça fait 2000 pages. Donc ça ne s'est pas passé inaperçu. Ce n'est pas une loi qui fait 4 pages et qu'on a fait passer vite fait. C'est 2000 pages. Lire les 2000 pages, qui l'a fait? Ben voilà, ça c'est une belle question qu'on pourrait poser à nos parlementaires. Qui est-ce qui a raisonné en se disant quelles sont les conséquences de ce qu'on va être en train de faire, etc. Je voudrais que dans chaque parti, chacun fasse ses additions par rapport à ça, et tous ceux qui ne sont pas dans les partis interrogent également les partis là-dessus. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas pris le temps. D'ailleurs, quand prendre le temps de lire 2000 pages? Moi, j'ai essayé d'en lire une grande partie, j'ai été chercher des choses précises par la table des matières, etc. Mais ça n'a pas fait l'objet d'un grand débat. Et ce que je trouve tout à fait dommageable, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de pensée en tant que constitutionnaliste. C'est-à-dire que le travail qui a été fait était fort un travail en tant que législateur, mais pas en tant que constitutionnaliste. Et si on avait fait le travail en tant que constitutionnaliste, on aurait dit sur quoi se base finalement un tel code? C'est sur l'article, je ne sais plus, 11, enfin, de la... je ne sais plus le numéro exact, de la Constitution qui reconnaît le droit de s'associer. Eh bien, est-ce qu'on ne devrait pas réformer la Constitution pour reconnaître la liberté de s'associer, ce qui serait déjà une grande différence, parce que le droit n'est jamais que l'instrument de la liberté, donc ça reconnaîtrait ce qui est essentiel. La liberté d'entreprise, la liberté d'initiative des citoyens, voilà, donc essayer de trouver dans la Constitution des vrais principes généraux d'organisation de la société et de reconnaissance des grandes libertés. Donc, ils n'ont pas fait ça. Et donc, du coup, le Code ne repose pas sur des choses claires, des principes clairs. Et du coup, il a créé des catégories qui sont beaucoup plus... où le capitalisme ne couvre plus avant, si vous prenez la situation en 21, à part le statut d'ASBL, tout le reste, c'est le capital. Aujourd'hui, le capital est là. Alors, le marché est resté... mais il s'est étendu aux ASBL, donc lui, il a gagné du terrain au niveau du marché. Par contre, les ASBL ont obtenu davantage de possibilités en tant qu'opérateurs économiques. Bon, donc, la carte a fortement bougé. On n'a pas encore bien mesuré toutes les conséquences et toutes les implications que cette réforme va avoir. C'est pourquoi je pense qu'il serait bien d'évaluer et de revenir avec des exigences en disant on veut que le Code garantisse l'initiative citoyenne, par exemple, que j'essaie de trouver des mots pour qualifier, pour sortir du qualificatif générique et arriver à des qualificatifs qui sont, je trouve, plus
permettent de faire la opérationnelles, distinction, oui, ouais. qui permettent de faire la distinction, et que cette liberté des citoyens, elle ne soit pas polluée par les logiques de marché, et qu'on a le droit qu'il y ait un espace dans le fait de s'associer qui ne soit pas pollué par les logiques de marché. On aura l'Union européenne contre nous, parce que l'Union européenne, c'est le grand marché, c'est le bras armé de la grande industrie, donc c'est tout au marché, toute l'activité humaine doit être soumise au marché, toutes les machines avec lesquelles on se promène servent à ça, donc à contrôler tout ce qu'on fait, donc à tout soumettre au marché, on va faire des propositions, etc. Donc dire on a le droit à une initiative citoyenne, je trouve c'est gai de faire ça dans cette salle-ci, quoi. On a le droit à une initiative citoyenne qui n'est pas liée au marché et qui est liée à des choses qui nous paraissent des objectifs sociaux, culturels, politiques, éthiques, qui nous appartiennent, je trouve que ça c'est bien. Il y a quand même une chose que je voudrais dire, je m'excuse si je suis trop long, mais il y a une chose que je dois dire, c'est que en 2019, il n'y a pas la situation qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas le Covid. Et donc, ça c'est très important aussi, parce que dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, nous traversons une des plus grandes crises du système démocratique depuis 1948. Moi, j'ai été élevé dans Plus jamais ça. On disait plus jamais des discriminations en droit, il y en a. Plus jamais des contrôles de flics dans les restaurants, il y en a. Plus jamais des émissions dans la vie privée, il y en a tout plein. On a organisé des services pour le faire. Et donc, on traverse une crise de la démocratie, je vais reprendre les termes précis, de la démocratie de suffrage universel mixte qui garantit les libertés et les droits de l'homme. Ce module, cette conception globale comme ça, qui nous date des années 50, la fin des années 40, elle est complètement aujourd'hui perturbée, je vais dire ça comme ça. On ne sait pas si c'est définitif ou pas, mais enfin, en tout cas, elle est très perturbée. Les gouvernements ont pris des attitudes qui étaient absolument inimaginables de remettre des discriminations en droit, alors qu'on sait que toutes les discriminations en droit finissent par un bain de sang. Donc c'était inimaginable qu'on refasse ça. Donc là, ils ont franchi des cas. C'est contraire à la Constitution qui a été votée dans cette salle. C'est contraire aux libertés et aux droits fondamentaux qui sont dans la déclaration de 1948. Donc là, on est dans une crise de la démocratie, pas seulement sanitaire, on est dans une crise de la démocratie qui n'a jamais été aussi vertigineuse que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, quand je parle de tout ce dont j'en parle aujourd'hui dans ce que je vis aujourd'hui. Enfin, je dis ça parce qu'il faut être conscient de où on est aujourd'hui. Et que donc la possibilité de réouvrir un débat sur je ne sais pas, les avancées de l'industrie mondiale sont colossales. Au lieu d'aller prendre l'argent qui est dans l'État pour payer les gens dans les hôpitaux, non, on a payé des tests qu'on a achetés dans des multinationales. Donc, tout le pognon a été capté vers des multinationales et vers des grands systèmes industriels. Et les gens, on donne des fafiottes aux gens leur disant, voilà, une petite prime parce que vous avez été sympa, vous avez tenu le coup dans le Covid. Attends, c'est à tomber par terre. Combien il y a de milliards qui sont partis vers des testings, vers des... oui, mais non, mais je veux dire... on a perdu du terrain en 2 ans sur le plan d'une démocratie, des libertés et des droits de l'homme énorme. Et donc, si on veut remonter dans les tribunes et ici pour rediscuter de la liberté de l'initiative citoyenne, on doit savoir qu'on vient de vivre des situations qui n'y conduisent pas. Donc, il ne faut pas continuer à rêver qu'on va être bien accueilli ou que ça va être considéré comme positif. C'est vraiment... Il faut y aller, il faut essayer de trouver des arguments, il faut voir comment on peut faire des alliances. Enfin, et on est dans le creuset, donc il faut faire bouillonner ces alliages ici pour essayer de trouver des nouvelles formes positives pour sortir de la crise où on est, parce qu'on est dans une crise énorme.